Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la désinformation autour du vaccin, désinformation qui va se faire principalement à coup de chiffres. Les opposants à la vaccination, chaque jour, nous sortent des chiffres censés nous prouver que les vaccins sont au mieux inefficaces, au pire dangereux. Ces chiffres sont souvent tirés de sources officielles, donc peuvent nous paraître vrais. Alors sont-ils vrais ? Sont-ils bien interprétés? Et surtout, comment inconsciemment ces chiffres peuvent changer notre perception des choses? C'est ce que nous allons voir. Alors, le premier argument qui revient fréquemment est de nous dire qu'il y a plus de patients hospitalisés vaccinés que de patients non vaccinés. Donc, ce qui nous démontrerait que le vaccin n'est pas efficace. Alors, c'est vrai, c'est exact, il y a plus de patients hospitalisés vaccinés que de non vaccinés. Mais cela s'explique très simplement par la proportion de la population vaccinée. On va faire un petit peu de mathématiques. Donc, imaginons que nous avons une population ici de 10 patients, 9 patients sont vaccinés et un patient n'est pas vacciné. Imaginons maintenant qu'un des patients vaccinés tombe malade. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut donc nous dire que 100% des malades sont vaccinés. Par contre, ça ne représente que 11% des vaccinés qui sont malades. Si on fait l'inverse, donc on prend un malade qui est pas vacciné et le reste, tous les sujets vaccinés sont sains, ce qui voudrait donc nous dire que dans ce cas, 100% des malades sont non vaccinés et 100% des non vaccinés sont malades. Si on prend un exemple un peu plus parlant, donc ici, dans notre population de 10 personnes, 3 vaccinés sont malades et 1 non vacciné est malade. Donc, ce qui voudrait nous dire, si on regarde, il y a bien 3 fois plus de personnes vaccinées malades. Par contre, si on regarde, seulement un tiers des vaccinés sont malades et la totalité des non vaccinés sont malades. Donc ici, bien sûr, il s'agit d'un exemple extrême pour démontrer. C'est pour ça que quand on a une population déséquilibrée en chiffres entre vaccinés et non vaccinés, donc là on est à peu près à 80% de vaccinés et 20% de non vaccinés, il faut pas prendre les chiffres bruts, il faut prendre la proportionnalité. Les chiffres bruts ne seront pas parlants et ne prouveront pas l'efficacité de la vaccination. Concrètement, comment ça va se visualiser? Alors ici, on a par exemple un graphique qui nous montre les personnes hospitalisées en fonction de leur statut vaccinal. Donc on voit, en effet, il y a en ce moment plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées. Si on prend les mêmes chiffres maintenant, mais en faisant la proportionnalité pour 1 million d'habitants, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de risques d'être hospitalisé en étant non vacciné qu'en étant vacciné. Ce qui nous prouve que la vaccination a un effet sur le risque d'hospitalisation, alors que les chiffres bruts peuvent nous laisser penser que ce n'est pas le cas. Dans cette deuxième partie de la guerre des chiffres, nous allons étudier maintenant les chiffres concernant les risques liés au vaccin. Dans un premier temps, on va regarder les chiffres de la pharmacovigilance. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez certainement tous vu et entendu, où l'on nous dit qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de morts, des millions de déclarations. Alors ce qui est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclarations de pharmacovigilance, mais qui ne sont pas toutes forcément liées à la vaccination. C'est ce qu'on appelle le principe de corrélation et causalité. La corrélation, c'est quand un événement survient temporellement après un autre. La causalité, c'est quand un événement survient à cause d'un autre. Par exemple, on va prendre un exemple de corrélation. Il a neigé ce matin, pas de chance, j'ai glissé dans l'escalier et je me suis cassé la jambe. Alors, je peux très bien avoir glissé à cause de la neige et auquel cas il y aura un lien de causalité, mais je peux très bien avoir glissé pour une toute autre raison, et auquel cas, même s'il avait fait beau, je me serais quand même cassé la jambe.
Donc ça, c'est une corrélation. Sans plus de renseignements, on ne peut pas établir un lien. La causalité, il a neigé ce matin, et j'ai dérapé sur la neige, je me suis foutu dans le fossé, et ben voilà, là c'est une causalité. C'est bien à cause de la neige que j'ai eu cet accident, il n'y aurait pas eu de neige, je n'aurais pas eu cet accident. Donc en pharmacovigilance, quand on fait une déclaration, c'est une corrélation. On déclare un événement qui s'est produit après la vaccination. Ça ne veut aucunement dire que cet événement est lié à la vaccination. C'est après aux scientifiques, aux experts des agences de médicaments de déterminer s'il y a en effet une causalité entre les faits déclarés et le vaccin. Tout ça, c'est très bien expliqué sur les sites de pharmacovigilance et généralement, même tout le temps, enfin, quand une personne va vous sortir les chiffres de pharmacovigilance, ne vous citera pas ces chapitres-là qui sont pourtant indiqués clairement, où il est bien mis que les chiffres ne représentent pas un lien forcé avec le vaccin et qu'ils ne doivent pas être utilisés pour juger de la dangerosité d'un produit. Un autre argument qui revient souvent, c'est qu'il y a beaucoup plus de déclarations d'événements indésirables sur le vaccin Covid-19. Alors c'est vrai, il y a énormément plus de déclarations, mais qui s'explique très simplement, d'une part par la médiatisation. Il n'y a jamais eu de campagne de vaccination qui a été autant médiatisée que celle-ci. Tout comme la crise du Covid, on n'a jamais eu une médiatisation pareille d'une crise sanitaire. Donc forcément, ce qui entraînera plus de déclarations par les professionnels comme les particuliers. Un exemple tout simple, c'est avant cette crise, est-ce que vous connaissiez les systèmes de pharmacovigilance tels que la NSM, VigiAccess ou le VAERS? C'est probablement pas le cas, hormis pour les professionnels de santé. Et un autre exemple, est-ce que avant cette crise, est-ce que vous seriez allé déclarer une simple douleur au point d'injection? Donc ça paraît évident, quand on fait une piqûre, ça fait mal. Personne ne serait allé déclarer ça auparavant. Aujourd'hui, ces douleurs au point d'injection sont déclarées dans les rapports de pharmacovigilance. Donc tout ça, cela explique qu'il y a beaucoup plus d'effets déclarés. Les critères de déclaration pour les professionnels ne sont pas les mêmes également. Pour les anciens vaccins qui sont connus, dont la majorité des effets sont connus, il y a des critères très stricts de déclaration. On ne déclarera pas n'importe quel effet sur un rapport de pharmacovigilance. Alors que pour le vaccin Covid, tout effet quel qu'il soit, tout événement quel qu'il soit, est signalé. C'est pour ça que, par exemple, on peut trouver des déclarations de décès suite à des chutes ou des décès par noyade sur ces rapports, alors que on sait très bien que ce n'est aucunement causé par le vaccin. Je vais vous montrer maintenant comment on peut vous faire peur avec la pharmacovigilance sans que cela soit réellement justifié. Donc ici, on va prendre l'exemple d'un produit pharmaceutique dont je vous tairai le nom. C'est un produit, vous voyez, qui peut avoir de nombreux effets, des céphalées, des gènes thoraciques, des nausées. C'est toujours le même produit, réaction allergique, état de confusion, agitation, ça commence un peu à inquiéter. Là, on va jusqu'à l'arrêt cardiaque, ischémie myocardique, là ça devient flippant. Et surtout, c'est que c'est pas fini. Il y a encore tout ça comme réaction. Donc là, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais c'est impossible qu'un tel produit soit autorisé à la vente, il faut l'interdire tout de suite. Et bien ce produit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un produit utilisé au scanner, c'est ce qu'on appelle un produit contraste iodé, c'est un produit qui est utilisé depuis 40 ans. Il faut savoir qu'en France, il y a, alors là c'est les chiffres de 2016, il y avait 5,4 millions de scanners réalisés chaque an. Depuis, ça a augmenté, on doit à mon avis pas être loin des 6 millions. Il faut savoir que la moitié de ces scanners sont injectés avec ce produit, ce qui représente à peu près 7500 injections par jour actuellement. Pourquoi alors continuer à injecter ce produit?
c'est que d'une part, le bénéfice qu'il apporte est indéniable, c'est un bénéfice diagnostique, donc un meilleur diagnostic entraînera forcément une meilleure prise en charge du patient, et que les effets, tous les effets que je vous ai signalés auparavant sont des effets très rares, l'immense majorité des injections se déroulent sans souci, et ce sont aussi des effets qui sont connus et, on va dire, maîtrisés, c'est-à-dire qu'une personne qui sera à risque, soit on lui injectera pas, soit on aura une préparation adaptée avant d'injecter ce produit. C'est à ça que sert la pharmacovigilance. Ça ne sert absolument pas à faire peur. La preuve, si vous ou l'un de vos proches avez passé un scanner injecté, je pense que personne n'y est allé avec la peur au ventre. Voilà, parce que ce sont des effets qui sont rares et maîtrisés. Donc pour le vaccin, c'est la même chose. Donc la pharmacovigilance nous a montré pour l'instant qu'il y a 2 effets qui sont potentiellement graves. Ce sont les thromboses pour l'AstraZeneca et les myocardites. Mais attention, ça ne veut pas dire que ces effets doivent vous faire peur. C'est des effets qui ont été répertoriés, c'est des effets qui sont rares, on en reparlera dans la 3e partie, ces effets qui sont rares. Voilà, donc ça ne doit pas remettre en cause le rapport bénéfice-risque du vaccin. Et quand on vous dit « oui, mais ce vaccin est dangereux, la preuve on l'interdit pour ça », non, c'est absolument faux. Ce n'est pas parce qu'il est dangereux qu'on l'interdit, c'est qu'il y a d'autres solutions qui existent sur le marché, d'autres vaccins qui présentent moins de risques. Il n'y aurait pas ces autres solutions, on continuerait d'utiliser ces vaccins-là parce qu'ils présentent un bénéfice largement supérieur au risque. Pour terminer cette 2e partie, je vais vous citer le titre d'un article qu'un média scientifique américain a publié là-dessus. Don't fall for the virus scare tactic. Ne tombez pas dans le piège des faiseurs de peur qui veulent vous faire croire que les vaccins sont dangereux. Ces chiffres sont certes impressionnants, mais ne représentent absolument pas les risques liés au vaccin. 3e et dernière partie de cette guerre des chiffres, nous allons maintenant nous intéresser un peu aux événements médiatisés. Alors, vous le voyez certainement sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils voient un décès, le relient systématiquement à la vaccination, ou tout du moins suggèrent que ce serait lié au vaccin. Donc, les décès qui sont chez des jeunes ou des sportifs. Voilà, comme vous le voyez, certains se sont même fait vraiment un métier de faire ça, hein, sans aucun respect pour les familles des décédés, sans tenir compte de leur deuil. Voilà, on ne dira pas ce qu'on pense de ce genre de pratique. Donc, est-ce qu'il y a vraiment plus de décès chez les sportifs et les jeunes ? Alors déjà, il faut savoir, chez les sportifs, en temps normal, il y a 1 à 3 athlètes sur 100 000 qui vont décéder durant une activité physique. Alors vous voyez, ça vient d'une étude qui a été publiée en octobre 2020, donc avant la campagne de vaccination. Donc c'est des chiffres qui sont hors vaccination. Donc ce qui représente quand même une part non négligeable, hein, 1 à 3 athlètes sur 100 000. On peut voir aussi sur Wikipédia une liste des footballeurs morts. Vous pouvez aller voir, il y en a plusieurs dizaines de répertoriés. Et là, ce ne sont que des personnes, des joueurs professionnels, des personnes connues. Ça ne tient pas compte des jeunes, par exemple, sur un terrain de sport le week-end, des jeunes amateurs. Voilà, donc l'arrêt cardiaque chez le jeune et le jeune sportif, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc, on a quand même l'impression qu'il y en a plus en ce moment. Alors, à quoi c'est dû ? C'est dû tout simplement à un biais de sélection. En ce moment, on parle beaucoup de vaccination. Donc, forcément, dès qu'un événement comme ça va se produire, il va nous marquer, on va le retenir. Alors que, par exemple, il y a 3 ans, si c'était une personne médiatisé, on le retenait. Si c'était une personne avec qui on avait des liens, c'est-à-dire soit des liens proches, on le connaissait, nos proches le connaissaient,
ou des liens géographiques, c'était quelqu'un de notre quartier, quelqu'un de notre ville, oui, là on allait le retenir, et des mois après on se souvenait, oui, c'est vrai qu'il y a un tel qui est mort sur un terrain de foot. Par contre, si on lisait le journal ou on voyait aux infos que à l'autre bout de la France, un jeune était mort sur un terrain de foot, là, par contre, ça nous touchait sur le moment, ça avait un impact sur le moment, mais une semaine après, on n'y pensait déjà plus. Donc c'est un biais de sélection, on sélectionne l'information en ce moment parce qu'elle est dans l'actualité. On peut prendre un exemple. Si vous faites une recherche sur Google en mettant un filtre de date, c'est-à-dire en arrêtant la date au 1er janvier 2021, par exemple, avant la campagne de vaccination, eh ben, on trouve tout un tas d'articles de jeunes qui sont décédés sur des terrains de foot, et donc forcément sans rapport avec la vaccination. Et ça, on a peut-être, vous et moi, on a peut-être lu ces articles, on est peut-être passé dessus sur Internet, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne s'en souvient pas, hormis les cas médiatisés de joueurs connus, de joueurs professionnels. Voilà, le reste, chaque année, il y a malheureusement, plusieurs dizaines de personnes qui meurent sur les terrains de sport. Certains nous diront, oui, mais on a calculé, il y en a beaucoup plus. C'est faux. Pour l'instant, des scientifiques se sont penchés sur le sujet. Rien ne prouve à l'heure actuelle qu'il y a plus de décès sur les terrains de sport qu'en temps normal. Alors pour l'instant, c'est les premières études. Il faudra évidemment affiner avec le temps, mais pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer. Il faut savoir aussi que dans cette impression qu'il y en a plus, la désinformation joue un grand rôle. Donc on l'a vu avec la diapo que je vous ai mis tout à l'heure, certains se sont fait une spécialité morbide d'aller fouiller tous les médias, d'aller rechercher sur Internet tous les cas de décès survenus chez des jeunes ou sur un terrain de sport, et de les balancer sur les réseaux sociaux en disant « vaccin, point d'interrogation ». C'est une activité qui est complètement délirante. Voilà, c'est la propagande des opposants à la vaccination. Ce sont leurs méthodes. Voilà. Et donc, on a l'impression aussi d'avoir beaucoup plus de cas parce que on nous lance à la figure beaucoup plus de cas, sans pour autant qu'on ait la moindre preuve que ça soit lié à la vaccination. Donc, beaucoup de personnes aussi disent il y a des risques d'AVC et de myocardite et on en voit partout dans notre entourage. Alors là aussi, c'est des chiffres qu'il faut relativiser. Les AVC, déjà, il y en a 140 000 par an, soit 380 par jour. Hors période de vaccination, il y aura 380 personnes qui feront un AVC chaque jour. Donc forcément, avec 80% de la population vaccinée, ça veut dire qu'entre 320 et 340 personnes chaque jour feront un AVC qu'elles auraient fait même si elles n'avaient pas été vaccinées. Donc il est impossible de dire comme ça, voilà, il y a eu un AVC dans mon entourage, c'est lié à la vaccination. Les myocardites, il en est de même. L'incidence des myocardites est de 20 sur 100 000, tout âge et tout sexe confondus, ce qui représente à peu près 13 000 cas de myocardite par an. La myocardite, ce n'est pas une maladie rare, on en voit toutes les semaines dans les hôpitaux. Et la plupart du temps même, surtout chez les jeunes, ce sont des maladies bénignes, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, où l'on vous dit que forcément c'est grave et qu'à 5 ans, on ne sera à la limite de la greffe cardiaque. C'est totalement faux. La plupart des myocardites sont bénignes et beaucoup se soignent même uniquement par du repos. Donc si on prend les risques de myocardite post-vaccinale, donc dans le pire des cas, c'est-à-dire le vaccin le plus risqué, le Moderna, chez une personne de moins de 30 ans, on a un risque de 13 sur 100 000 pour les hommes et de 3,7 sur 100 000 pour les femmes. Vous voyez que c'est un risque qui est modéré, et pourquoi je vous le dis, c'est qu'on va faire une comparaison. On va tout simplement comparer avec vos chances de tirer les bons numéros à l'euro million. Et si on calcule la probabilité, la probabilité, elle est la même quasiment que d'avoir 4 numéros et 2 étoiles à l'euro million. Alors je ne sais pas si parmi vous beaucoup jouent à l'euro million.
Et parmi ceux qui jouent, combien ont déjà eu 4 numéros et 2 étoiles? Je pense que ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc pour conclure, voilà, ce qui est important, c'est devant cette guerre des chiffres, de toujours garder sa rationalité et de maîtriser ses émotions. Parce que les opposants à la vaccination, eux, n'ont aucun argument rationnel. Donc c'est sur votre émotion qu'ils vont jouer. C'est justement en jouant avec des chiffres impressionnants qui ne sont pas forcément représentatifs de quelque chose, mais qui vont jouer sur vos émotions. Voilà, c'est la technique de la peur. On veut vous faire peur avec des chiffres, alors que cette peur est totalement injustifiée. Donc maintenant, quand vous voyez ces chiffres qui sont a priori impressionnants, pensez toujours à réfléchir un peu, à les analyser, à prendre des sources diverses, toujours exercer son esprit critique, qui en ce moment, avec toute la désinformation qui circule, est vraiment essentiel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt.